Voilà, et nous retrouvons notre invité de ce dimanche magazine, Monsieur Hassan Diané. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Nous le disions à l'entame de cette édition. Avec vous, nous allons parler du fonctionnement, n'est-ce pas, des missions d'observation. Je précise qu'au sein du CNDH, il existe un observatoire dont vous êtes membre. Alors, la première question qui me vient tout de suite à l'idée, la définition littérale que nous avons donnée d'une mission d'observation en début de journal colle-t-elle parfaitement avec la réalité? Non, vous n'êtes pas loin de la définition. La définition de l'observation, c'est l'ensemble des opérations consistant à rassembler un ensemble d'informations dans un processus électoral, à les analyser et à donner une appréciation d'ensemble sur la bonne conduite du processus électoral. Alors, vous n'êtes pas loin de cette définition. Et nous sommes bien heureux de l'apprendre. Alors, comment une mission d'observation se met-elle en place? Je voudrais d'abord préciser que dans le cadre des processus électoraux 2020 et 2021, nous avons mis en place au sein du Conseil national des droits de l'homme un observatoire des droits de l'homme pour les processus électoraux 2020-2021. Alors, comment se met en place une mission d'observation? Il faut dire que les critères de l'observation de chaque mission dépendent de l'objectif à assigner à la mission. Vous verrez pour une organisation des droits, par exemple des femmes, le critère d'évaluation ou d'appréciation d'un processus électoral se focalisera sur la participation des femmes. Pour une organisation des droits des personnes vivant avec un handicap, sur la participation des personnes vivant avec un handicap, notamment l'accès au bureau de vote. Et justement, dans le cadre du processus électoral de 2020, avez-vous une idée du nombre de missions d'observation qui ont été déployées sur le territoire national? On a parlé des 110 missions qui se sont déployées sur le territoire national dans le cadre de l'élection présidentielle 2020, du 31 octobre 2020. Il faut dire que les critères dépendent des missions de chaque observation. Voilà. Pour le Conseil national des droits de l'homme, par exemple, nous travaillons sur la thématique droits de l'homme de façon générale et sur des thématiques spécifiques. Alors, nous travaillons d'abord pour ce qui concerne une élection sur la participation générale. Et ensuite, lorsque vous prenez les grilles d'observation du Conseil national des droits de l'homme, vous verrez que nous mettons l'accent sur la participation des personnes vivant avec un handicap, leur accès à des bureaux de vote. Nous mettons l'accent sur la participation et la mobilisation des femmes également, sur l'absence d'influence du vote dans les bureaux de vote ou dans les lieux de vote, la sécurité, et puis le matériel électoral qui est déployé sur le terrain pour permettre aux citoyens de s'exprimer tranquillement dans les bureaux de vote. Alors nous allons y revenir. La prochaine question, c'est quel est le profil qu'il faut présenter pour justement faire partie d'une mission d'observation? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors, pour ce qui concerne le Conseil national des droits de l'homme, nous avons la chance d'être déployés sur l'ensemble du territoire avec 31 commissions régionales qui sont animées par des officiers des droits de l'homme et des présidents de commissions qui sont déjà outillés sur le terrain pour des enquêtes, pour des sensibilisations et qui respectent certains principes dans leur travail quotidien. Alors pour un observateur de façon générale, il est demandé le respect d'un ensemble de principes. Le principe de neutralité, d'impartialité et l'exactitude des informations qui sont rapportées, la vérification des informations, surtout voilà, pour éviter de rapporter des informations fausses voilà, dans les rapports et qui mettent à mal la crédibilité souvent des missions d'observation. Alors donc il existe, en aparté nous avons un peu échangé et vous nous confiez qu'il existe quelques typologies, différentes typologies de missions d'observation. À quoi consistent-elles? Alors, les missions d'observation se caractérisent souvent par des critères de durée, d'espace et de technique. Alors, s'agissant des durées, il y a des missions d'observation de courte durée qui essentiellement portent ou qui s'effectuent essentiellement le jour du scrutin. Il y a un déploiement massif le jour du scrutin pour observer le déroulement du vote. Pour les observations de longue durée, ça commence déjà pendant les phases préparatoires du processus électoral. Une mission se déploie, généralement c'est un groupe d'experts voilà, qui vient évaluer
le cadre législatif et réglementaire ainsi que le cadre institutionnel du processus électoral. Et cette mission se poursuit même après la tenue du scrutin, voilà, pour évaluer le contentieux et puis la proclamation des résultats et le contentieux généralement qui suit l'élection. Et qu'en est-il pour ce qui concerne le CNDH ? Le CNDH, je vous le disais tout à l'heure, a l'avantage d'être sur l'ensemble du territoire. Nous avons commencé nos missions depuis le début de l'année parce que nous savons que ce processus allait se tenir en octobre. Alors, c'est pour cela que nous avons mis en place d'ailleurs l'Observatoire qui contient en son sein 3 composantes, une composante de sensibilisation, une composante observation, une composante d'alerte précoce. Alors, dans le cadre de la composante sensibilisation, nous avons déjà travaillé depuis le début de l'année sur le monitoring des violences, voilà, sur les réseaux sociaux, des violences verbales, des messages haineux dans les réseaux sociaux, voilà, pour alerter les autorités compétentes sur ce que ces messages ont comme de dangereux sur la population. Également, nous avons mené une campagne de sensibilisation avec la chaire UNESCO sur la culture de la paix. En partenariat avec cette chaire, nous avons mené une campagne de sensibilisation des populations sur les droits électoraux et sur la participation effective au processus électoral. Et ensuite, nous avons mis en place au sein de l'Observatoire une plateforme d'alerte précoce qui permettait de détecter les signaux d'alerte précoce sur le terrain des zones où il pouvait y avoir des incidents, des violences. Voilà. Et le jour du scrutin, cette plateforme nous a donné 243 incidents qui ont été remontés au Conseil. D'accord, et pour appuyer justement ce que vous dites, je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, à suivre cet élément de Mahama Traoré qui nous renseigne sur le fonctionnement de ces missions d'observation. Après, nous reviendrons. Ils ont sillonné lieux et bureaux de vote samedi 31 octobre, date constitutionnelle de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les observateurs électoraux. Ils sont mandatés par des organisations de la société civile, telles la Fondation Djigui pour la Grande Espérance, la Poésie, Civis Côte d'Ivoire et le CNDH. Sur le terrain également, d'autres observateurs commis par des organisations sous-régionales et même internationales. C'est le cas de la CEDEAO, de la CENSAD, de l'Union africaine et de l'Union européenne. En tout, la Commission électorale indépendante a accrédité 110 missions d'observation, plus de 14 000 agents déployés sur l'ensemble du territoire national, à charge pour eux de relever toute information visant à évaluer la sincérité du processus électoral et partant de formuler des recommandations à l'égard des parties prenantes pour un meilleur ancrage de la démocratie. Tout juste au lendemain du scrutin, les missions d'observation ont rendu public leur rapport d'activité, des rapports aux teneurs souvent mitigés sur le déroulement de l'élection présidentielle, de quoi s'interroger sur le rôle et les devoirs des missions d'observation. Voilà à l'instant donc Mahama Traoré qui vient donc de nous proposer un élément pour ouvrir le champ de compréhension sur le fonctionnement de ces missions d'observation. Et vous nous parliez tantôt de la typologie de ces missions d'observation, qu'en est-il? Oui, je vous ai parlé des observations de courte durée et de longue durée qui s'inscrivent dans le cadre de l'observation dans la durée. Alors, il y a également des typologies d'observation qui relèvent de l'espace. L'observation itinérante, c'est-à-dire le déplacement d'un observateur d'un lieu de vote à un autre lieu de vote. Il y a l'observation sédentaire, voilà, qui consiste à rester dans un bureau de vote pour procéder à des constats dans ce bureau de vote. Il y a également l'observation selon le type. Vous avez des missions qui utilisent l'observation ciblée, c'est-à-dire en ciblant certaines régions ou certaines zones précises pour procéder à leur observation, à leur constat et produire des rapports. Il y a enfin l'observation systématique qui consiste en un déploiement stratégique fondé sur des statistiques. Et cette observation systématique contient deux méthodes. Alors, il y a la méthode proportionnelle que nous avons utilisée, qui est le déploiement des observateurs selon la taille électorale d'une région ou de chaque région. Et enfin, il y a la méthode statistique qui est basée sur l'échantillonnage. C'est une méthode statistique voilà, qui consiste à déployer un échantillon par zone. Alors, vous parliez notamment des limites de l'observateur. Moi, j'ai envie de poser la question qui suit. Vous parliez également de neutralité. Est-ce que l'on arrive à sortir, enfin, à rester neutre quand on est observateur? Est-ce qu'on y arrive véritablement à porter un regard autre que celui qui est?
C'est ce qui est recommandé pour tout observateur. C'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé. C'est une exigence d'ailleurs de toute mission d'observation de rester impartial, de rester neutre, de rester professionnel et de vérifier l'exactitude des informations qui sont données. C'est pour cela, pour le recrutement des observateurs, nous mettons l'accent sur la moralité des personnes que nous recrutons. D'ailleurs, nous le faisons déjà dans le... Vous faites une enquête de moralité ? Bien entendu, nous, au Conseil national des droits de l'homme, pour le recrutement de notre personnel, aussi bien en centrale qu'en région, nous menons une sorte d'enquête de moralité. Expliquez-nous un peu ce processus-là. Comment est-ce que vous y arrivez? Écoutez, pour travailler au Conseil national des droits de l'homme, il faut ne pas être militant actif de partis politiques. D'accord. Parce que le Conseil, comme toute institution nationale des droits de l'homme, doit se caractériser chaque jour dans son travail par sa neutralité, par son impartialité. Alors, nous ne pouvons pas avoir dans nos rangs des personnes qui s'activent dans les partis politiques ou dans les mouvements politiques, de sorte à nous décrédibiliser, voilà, dans notre travail. Alors, donc, pour tout observateur, il faut rigoureusement observer un certain nombre de principes. Surtout, je tiens à préciser, il n'appartient pas aux missions d'observation de se substituer aux institutions chargées de l'organisation et de la régulation du processus électoral. Un observateur ne fait que observer, relève ses constats et tire les conséquences, voilà, de ces constats au regard des standards sur lesquels il travaille. Alors, difficile pour nous de vous avoir sur ce plateau sans vous poser une question. Alors, qu'est-ce qui explique, alors que certains rapports se contredisent? Pour avoir observé un même fait, les versions sont différentes. Comment vous l'expliquez-vous? Je dirais tout simplement, si des versions se contredisent ou des rapports se contredisent, il peut s'agir du non-respect des principes qui gouvernent l'observation. Il peut s'agir de la précipitation avec laquelle certaines missions d'observation se prononcent sans avoir respecté l'exactitude des informations qui sont remontées du terrain. Voilà. C'est le non-respect des principes. Alors, au-delà de la neutralité, existe-t-il d'autres limites de l'observateur? Ce sont généralement ces principes, voilà, qui gouvernent l'observation. Voilà. Neutralité, impartialité, et puis exactitude des informations. Il faut être rigoureux dans sa démarche. Donc après le constat fait par vos observateurs, vous remontez les informations, n'est-ce pas, vers les décideurs qui ensuite doivent prendre des décisions, c'est cela? Bien entendu. Quel est le process? Alors, après que vous ayez... Chaque mission d'observation institue généralement un secrétariat ou une salle de situation qui lui permet en fin de journée d'avoir une vue générale, une appréciation d'ensemble de la conduite de l'opération. Et ce secrétariat propose généralement à la mission un rapport préliminaire. Voilà. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'objet des déclarations des différentes missions, parce que les rapports finaux sont produits après. Voilà. Et donc, dans ces rapports, que ce soit ces rapports préliminaires ou les rapports finaux qui sont produits, il y a des recommandations qui sont faites aux autorités ou à tous les acteurs du processus électoral pour des améliorations du cadre législatif, du cadre réglementaire, du cadre institutionnel et à la société civile également pour sa plus grande implication dans les processus électoraux. Est-ce qu'au niveau du CNDH, vous intervenez également dans plusieurs pays africains lorsque, par exemple, des moments d'élection se présentent? Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience, n'est-ce pas, d'intervenir dans certains pays africains en période électorale? Les institutions nationales des droits de l'homme, comme le CNDH, ont un mandat national, non pas de mandat international, mais nous pouvons être invités par nos homologues de pays amis, voilà, pour participer à des missions d'observation électorale, voilà, dans ces pays. Comme nous l'avons fait, nous avons invité des collègues de l'Institution nationale du Bénin, voilà, qui sont venus pour, disons, apprendre ou s'imprégner de notre expérience, puisque ça fait une décennie quand même que le Conseil national des droits de l'homme fait de l'observation électorale basée sur l'approche droits de l'homme. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir pour conclure? Alors,
Je voudrais d'abord remercier la RTI pour nous avoir invités sur ce plateau et puis dire à la population que le Conseil national des droits de l'homme est sur l'ensemble du territoire pour adresser toutes les thématiques, toutes les questions relatives aux droits des citoyens et qu'elles peuvent s'adresser à nos commissions régionales comme à la commission centrale via nos modes d'accès, c'est-à-dire nous avons une ligne verte gratuite, le 800 0888. Nous avons également un mail par lequel nous pouvons être saisis de requêtes de population, voilà, pour que nous puissions contribuer au traitement de leurs préoccupations quotidiennes. Alors merci Monsieur Hassan Diané, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, et que vous étiez sur ce plateau pour échanger avec nous sur le fonctionnement des missions d'observation. Merci donc de nous avoir honoré de votre présence. Merci à vous. Et c'est sur cet entretien, sur ces questions, n'est-ce pas, qui ont été abordées avec Monsieur le secrétaire général du CNDH que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.